Bon, Jamel, on est super content de t'avoir avec nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es une figure emblématique du baseball français. Tu as été 3 fois champion de France, tu as joué plus de 10 ans en équipe de France avec un grand palmarès. Tu as fait des Coupes du Monde, des Coupes intercontinentales. Tu as eu aussi un gros palmarès en tant que manager. Voilà, bon, c'est excellent de t'avoir ici. Le but, c'est vraiment que plus de monde dans le baseball français sache qui t'es et ce que tu as fait pour le sport. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur comment tu as commencé le baseball? Comment ça s'est passé pour toi? J'ai commencé en fait, moi je viens de Thiers, ma famille, on habitait à Thiers, en famille, on habitait juste à côté de Mimoun. Ok. Et en fait, le club est parti de la cité où j'habitais. Donc c'est une famille, c'est des Vénézuéliens. Donc ils étaient 4 frères, donc ils étaient tous un peu peintres, musiciens. Il y en a toujours un d'ailleurs, celui qui m'a appris à jouer, qui fait des peintures. Mais ils jouaient tous au baseball. Et en fait, ils ont initié tout le monde. Ok. Et ça a commencé bien avant moi, hein. C'était dans les années 70. Et moi, on est arrivé, on a grandi après, et puis j'ai commencé, j'avais 5-6 ans. D'accord. Donc c'est ces frangins qui nous ont appris à jouer. Et en fait, dans le quartier, on était 15-20 potes, et on savait tous jouer au baseball. Et on jouait, on avait une période dans la cité où on jouait tennis pendant Garros, machin, et tout ça. Et puis, surtout pendant les vacances, quand on ne savait pas quoi foutre, qu'est-ce qu'on fait? On fait un baseball, allez, c'est parti. On trouvait un bout de bois, une balle de tennis, et on jouait au quartier. Et puis après, j'ai intégré le club. C'était un peu plus structuré, un peu plus sérieux, qui est le Speedball Club, là, qui existe toujours. Et voilà, on a commencé à faire des entraînements, des matchs, des déplacements, c'était un peu plus structuré, quoi. Mais on jouait toujours à la cité, hein. D'accord. Donc j'ai commencé comme ça. Ok, et alors donc, toi, tu as vraiment appris quelque part dans la rue avec tes potes vénézuéliens. Ouais. Le club est un peu plus structuré, c'est eux qui l'avaient fondé aussi ou c'était annexe? Alors je pense que, bon, je sais pas si c'est eux qui l'ont fondé, mais c'est eux qui ont apporté qui ont appris à tout le monde. Ouais. Donc il a fallu d'autres gens pour s'occuper de tout ce qui est toute l'organisation, le bureau et compagnie. Donc, alors je sais plus si c'était, il y avait Vaya qui jouait, et c'était une joueuse de softball, et elle m'a entraîné, et sa grand-mère, Laetitia, qui était la présidente à l'époque, enfin quand j'étais petit. Donc, je sais pas si c'était elle qui était présidente dès le départ. Ok. Mais en tout cas, voilà, je pense que eux ont apporté les choses, ils ont rencontré des gens, ils se sont dit, bah, on va créer un club, et puis voilà. D'accord. Ça, on l'entend assez peu d'avoir des gens qui apprennent à jouer un petit peu dans la rue ou dans la cité au baseball. Généralement, tu apprends plus à jouer au foot Ouais. qu'au baseball. Et à l'époque, à quoi ça ressemble quand tu joues au baseball? C'est dans les années 80, c'est ça? Moi, j'ai pris ma première licence, c'est en 82. D'accord. Donc j'ai dû commencer en 80. Bah, à quoi ça ressemble? Tu sais, quand tu viens dans une cité, t'as pas 50 000 choix, hein. T'as pas de moyens, donc tu joues pour jouer au tennis, il faut des raquettes. Ouais. Tout le monde n'en a pas forcément. Le ballon, bah, si celui qui a le ballon, il est en vacances ou il est en déplacement, bah, t'es foutu. Ouais. Et c'est vrai que le baseball, encore une fois, et c'était quelque chose de différent. Donc on s'éclatait vraiment, on passait des heures à jouer. Mais j'en rêve encore aujourd'hui de cette époque-là. Ah ouais? Je rêve du mur parce qu'il y avait un mur où il y a un espèce d'artiste qui avait dessiné un catcheur, une cible. Ok. Il y avait un monticule. Donc nous, on s'entraînait à lancer là-dedans. Et puis ça nous servait aussi de cible quand on jouait les matchs. Donc je me rappelle de cette époque-là et j'en rêve assez souvent, hein. Vous aviez votre propre bullpen en fait déjà. Ouais. Et on avait notre propre terrain vague avec tous les fourgons qu'il y avait. Il y a eu des cocards, hein. Parce qu'on a joué avec des balles dures au vite, nous. D'accord. Donc Ouais, les terrains, c'était un champ de bataille. Ouais, c'était pas un vrai terrain de baseball, vous avez non, commencé tu- doucement. Tu pouvais pas jouer avec le style, hein. Ok. Tu devais anticiper les mauvais rebonds. Et alors, toi, tu as appris comme ça les débuts. Comment ça se passe, les entraînements au club? Est-ce que vous aviez un coach qui avait un certain niveau? Comment ça se déroulait au quotidien? C'est mon frangin qui s'occupait de nous aussi, un petit peu. Et il y avait une fille qui s'appelait Vaya, D'accord. et c'est une super athlète. Et elle joue au soft, je crois qu'elle joue avec l'équipe de France. Et c'est elle qui nous entraînait. Donc elle était très structurée, elle avait toujours ses cahiers, ses machins, ses programmes et tout ça. Et voilà, donc on avait 2 entraînements semaine. Moi j'en faisais plus parce que j'avais envie et je m'entraînais aussi avec les grands. Ouais. Et j'ai même joué avec les grands. Donc à l'époque, on jouait encore, on était cadets, on pouvait jouer avec les seniors. Donc tu t'entraînais combien de fois par semaine? Combien de fois tu jouais? Franchement, tous les jours. Tous les jours, à la cité, je me rappelle quand il y avait match, parce que bon, c'était structuré, donc on avait 2 entraînements semaine, plus le match le samedi. Mais je me réveillais, je m'habillais, je ne sais même pas si je n'en mets pas en tenue.
j'allais chercher le pain en spice et en baseball, tu vois. Et non, c'était bien structuré. Et puis Vaya, elle était hyper carrée, quoi. Donc, elle préparait ses entraînements, elle avait un vrai programme avec un vrai suivi, tout ça. Donc, c'est vrai que c'était Vaya, sa grand-mère, mon frangin. Puis, dès que les autres ont vu que des jeunes comme moi, Fabien, à cette époque-là, et Saïd aussi, et ben, ils nous ont vraiment supportés, ils nous ont, avec leurs moyens, permis voilà, de pouvoir jouer tous les jours, de pouvoir s'entraîner un maximum, de nous encourager, de se cotiser pour nous acheter un gant ou un truc, vraiment, pour nous motiver et nous garder là-dedans. Et ils vous ont bien encouragé. Ouais. Ok. Et alors, dès le début, toi, tu jouais quelle position? J'ai toujours catché. Et comme j'avais un bon bras, je lançais aussi pour dépanner. Mais j'ai catché, tout le temps catché. Dès le début, c'était le catch. Des... Qu'est-ce qui te plaisait le plus là-dedans, dans la position? Franchement, quand j'étais petit, on ne sait pas trop comment on arrive là. Je peux pas dire qu'aussi jeune, voilà, c'est la position, le fait de diriger l'équipe et tout ça, mais je pense que c'était une position dans laquelle j'étais à l'aise. Ouais. Voilà, à l'aise, confortable. Et il n'y avait pas beaucoup de catcheurs à l'époque. Voilà, que ce soit en équipe de France ou même dans tous les clubs, il n'y avait pas beaucoup de catcheurs. Donc je me suis dit, bon voilà, j'ai des facilités parce que j'aurais pu jouer shortstop, j'ai joué d'ailleurs, j'ai joué partout. Hein. Il n'y a pas une position en équipe de France que j'ai pas joué à part lanceur. Et lanceur, j'ai joué quand j'étais cadet et j'ai même dû lancer en junior. Mais je pense que j'aurais pu jouer en infield ou même dans le champ. Hein. Mais t'aimais vraiment ça, t'étais à l'aise et voilà. Et une fois que j'étais dedans, j'ai appris beaucoup de choses et assez jeune, j'ai rencontré des gens hyper intéressants et voilà, qui m'ont fait aimer cette position. Ils m'ont fait comprendre et ils m'ont fait aimer et voilà. Et puis j'ai pas lâché l'affaire jusqu'à temps que mes genoux ils grincent. Et alors, donc toi tu joues à Thiers un bon moment, ensuite tu pars en sport-études, c'est ça? C'est ça. Donc à ce moment-là, le baseball c'est déjà super sérieux pour toi? En fait, le sport-études, je me rappelle à l'époque, ça s'appelait CNHN, c'était à Montpellier. C'est le premier qui a eu. Quelle année à peu près? Eux, ils ont ouvert leurs portes en 86. Donc, ils jouaient en deuxième division, et donc ils jouaient contre Thiers. Et déjà, le fait de savoir qu'il y avait un sport-études et tout ça, donc quand ils venaient jouer à Mimoun, nous, à chaque fois qu'il y avait un match, pour nous, c'était un match à Mimoun, c'était toute la cité y allait. C'était le show. Hein. Et donc, quand le CNHN était venu, nous on venait et je savais que c'était des gens qui avaient, ils avaient 3 à 4 ans de plus que moi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est un objectif. Ça m'a donné encore plus la pêche. Et les gens me disaient, voilà, continue, t'as peut-être cette chance-là, machin. Donc c'était vraiment un objectif, 2-3 ans. Et il y avait Arnaud qui jouait à l'époque, il y avait les frères Meurant, ouais. Il y avait. Au CNHN. Au CNHN, ouais. Puis Arnaud, je me rappelle, le jour où il est venu, il avait frappé 5 en moine. Wow. Il était frappeur gaucher. En un match. Dans la journée. Ah oui. Chaque fois qu'il passait, parce que le terrain il était hyper court, il est toujours plus court au champ droit. Au champ droit, ouais. Ouais. Là, ils ont mis des filets, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, dès qu'il frappait une balle, elle sortait. Et voilà, ça m'avait donné un vrai objectif. Donc, à partir de ce moment-là où j'étais dans un club structuré, je savais qu'il y avait un sport-études où je pouvais en faire tous les jours. Ouais. Voilà, dans ma tête, c'était voilà où est-ce que je vais terminer. Quoi. Enfin, je vais passer par là. D'accord. Ouais, donc là, tu savais que toi, tu voulais jouer au baseball et continuer là-dedans. Continuer là-dedans. Et le club, ils ont vraiment. Voilà, ils ont, je me rappelle Laetitia et Vaya, franchement, elles ont été. Parce que nous, on n'était pas des gens qui avaient des moyens, on avait zéro moyen. Et si on avait dit à mon père, ouais, il va partir là-bas, mon père a dit non. Ouais. Jamais. Donc tu as été bien soutenu. Ouais, ils ont été bien soutenus, ils ont toujours été là, ils ont toujours fait des efforts, ils ont toujours. Ça pour moi, pour tous les autres. Hein. Voilà, après, celui qu'on voulait le plus, voilà, il l'aidait, quoi. Il l'encourageait, il l'aidait. Pas ceux qu'on voulait. Pas celui qu'on voulait le plus, mais ceux qu'on voulait. Toi, t'en voulais, donc t'as été aidé. Okay. Donc après, ouais, avec Fabien, c'est vrai que Fabien aussi, il était juste devant moi, lui, une année d'avant, donc il a tout connu avant moi. Fabien Morel. Fabien Morel. À part les sports-études, mais l'équipe de France, ou les présélections, il a tout connu avant moi. Donc pareil, quand lui revenait de tout ça, ça parlait, et ça me donnait envie, quoi. Ouais. T'as inspiré pas mal de joueurs à Thiers qui sont sortis, qui ont fait de belles générations. Tu as eu Christophe Gognaud, tu as eu Théo Lacmèche, tu as eu Amine Touari, tu as eu Johan Vogelade aussi, quand tu es des internationaux. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé avec ce club? Quelle influence il y a eu qui permet de faire sortir des joueurs comme ça? Franchement, je sais pas, parce que c'est vrai, moi je les ai vus commencer tout jeune, mais je les fréquentais pas trop, Ouais. parce que j'étais pas là, et je venais de temps en temps, j'ai dû venir dépanner une fois ou deux pour arbitrer ou pour coacher, et c'est vrai qu'ils étaient petits, ils avaient 12-13 ans. Et puis Théo, il était encore, c'était un bébé. Et, alors après, je pense que c'est, je peux pas dire, je pense que Pierry, Théo, Christophe, Amine, euh, ils avaient autant envie que moi. D'accord. Ils avaient peut-être de meilleures conditions, mais ils avaient autant envie. Et le fait de savoir que un mec de Thiers, un ou deux mecs de Thiers, aient pu vivre tout ce que j'ai vécu en baseball, eh ben, ils ont eu les mêmes envies que moi j'ai eu quand Fabien était devant moi ou quand je voyais le CNHN. Ouais. Voilà. Et puis après, le fait de discuter un petit peu, voilà. Donc pour eux, c'est vrai que c'était, j'ai peut-être été un exemple à suivre. Ouais. Mais voilà, après, ils ont tout fait eux-mêmes. Hein. Je pense que le fait d'être passé à Thiers, c'est une fierté d'avoir un mec qui a joué à Thiers et qui a fait autant de choses. Ouais. Donc je pense que c'est ça, à leur âge, j'aurais vécu la même chose. J'aurais vécu les choses de la même façon. Ouais, donc le fait d'avoir l'envie et un modèle, Voilà. ils disent c'est aussi possible pour moi Voilà. et ils peuvent se. Parce se qu'ils se donner. sont donné les moyens, ils étaient hyper bien encadrés, et puis c'est des mecs hyper sérieux. Quoi. Donc tu vas au CNHN et après toi tu rejoins le PUC en 92, c'est ça? C'est ça, ouais. Pourquoi tu décides de rejoindre le PUC à ce moment-là? En fait, alors, au Crèves de Montpellier, je suis resté 1 an et demi, je me suis fait renvoyer au bout d'une demi-année. Ah. Pour, je pense qu'ils voulaient pas, je rentrais pas trop dans leur. Alors, c'est pas la section baseball, hein, parce que le coach, on s'adorait, et il s'est battu pour moi jusqu'à la fin, quoi. Mais je pense que l'institution, voilà, je donnais une mauvaise image. Voilà, et je pense qu'ils étaient un petit peu voilà, un rebeu qui vient des cités, voilà, qui. Tu crois que ça pouvait déranger à l'époque? Je pense qu'ils ont attendu, ils ont jamais voulu croire que je pouvais être quelqu'un de sérieux. Tu vois. Ok. Donc ils se sont toujours dit, il va y avoir quelque chose un jour qui va remonter. J'ai eu la chance, le DTN de l'époque c'était Gilles Thomas qui m'a intégré, qui s'est tapé pour que je rentre à l'INSEP. D'accord. Il s'est battu, donc je suis géré en décembre, en janvier, 12 janvier, j'étais à l'INSEP. Donc j'ai eu la réunion, Laetitia était là, Vaya était là, le DTN était là. Donc c'était voilà, t'as une autre chance, donc machin. Donc c'était une étape dans ma tête où, voilà, c'est une étape où j'ai bien réfléchi, quoi. Et voilà, pour ces gens-là, je me suis accroché et j'ai passé une étape. J'ai arrêté de. Voilà, je suis passé l'étape d'enfant à ado, adulte, un peu responsable. D'accord. Donc là, tu rejoins l'INSEP. À l'INSEP, il y avait une section baseball déjà à ce moment-là? Ouais, il y avait une section baseball, il y avait les meilleurs joueurs. Il y avait C'est les meilleurs français, il y avait Arnaud, il y avait Guillaume Coste, il y avait David Meurant, il y avait Carlos, il y avait. Donc c'est un mal pour un bien en fait. Bah en fait, c'était un signe pour moi ça. Enfin, j'avais pas le choix, quoi. Donc j'étais vraiment tiré vers le haut. Ça ressemblait à quoi l'entraînement à l'INSEP? Parce qu'on a entendu dire que la prépa physique par exemple était assez costaud là-bas. C'était très 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 dur. En fait, Philippe Denis, c'était le coach, le responsable, un des responsables, mais c'était le principal, hein, c'était le coach chef à l'INSEP. Et il a vraiment une spécialité, il a une formation lui justement de prof de sport. D'accord. Et sa spécialité c'était la préparation physique. Et on passait des hivers, c'était des cauchemars. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faisiez? On avait un programme hivernal qui était très très dur. Donc on avait. Même les athlètes, ils trouvaient qu'on avait un programme qui était quand même. Je demandais si c'était approprié. D'accord. Après, ça ne pouvait pas nous faire de mal, hein. Mais on courait des heures comme des athlètes. on s'entraînait, mais vraiment, la partie physique, c'était vraiment difficile. Et voilà, avec Philippe, c'est vrai qu'à l'époque, on lui en voulait un peu, mais aujourd'hui, je pense que ça nous a quand même pas mal aidé. Sur quoi tu penses que tu as le plus progressé à l'INSEP? À l'INSEP, je me suis développé. J'ai progressé dans ma tête déjà, c'est le plus important. Et physiquement, ça allait avec parce qu'on avait un programme, de musculation. On s'entraînait 5 heures par jour, donc c'était déjà à un autre niveau que le Krebs. Le Krebs, c'était 2 heures, 2 heures et demie. Et l'INSEP, c'était 5 heures par jour, donc on avait 2 heures de cours le matin. Ou non, on avait 3 heures le matin, 2 heures et demie d'entraînement, 2 heures de cours et 2 heures et demie. Ok.
Donc, bon, la période, ça dépendait des périodes. La pré-saison, pendant la saison, la pré-saison. Et on frappait énormément, on courait, enfin physiquement, et au niveau de la musculation, on travaillait beaucoup. D'accord. Donc par rapport à ça, je me suis développé. Tu es un sportif de haut niveau, Je suis vraiment. un sportif en forme, qui tenait la route. Moi, j'ai très rarement blessé. Ouais. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que j'aimais pas trop ça. Toute la condition physique, ça me plaisait pas. Toi, tu voulais jouer au baseball? Ouais, je voulais jouer. Ouais. Je voulais jouer. Et puis, mais aujourd'hui, je me dis, si j'avais été comme Théo, tu vois, un peu plus sérieux là-dedans, je me demande quel genre de joueur j'aurais été. Ah ouais? Parce que j'étais un joueur, physiquement, j'étais le plus costaud. Non, j'étais le plus petit et le plus sec. D'accord. Parce que, tu vois, Arnaud, JB, ils étaient tous, ils approchaient le 1m90. Moi, je suis 1m80. Ouais. Et donc, je me dis, si j'avais été un peu plus voilà, si j'avais fait la démarche moi-même d'y aller, et non pas d'y aller parce que je suis obligé, je me dis, j'ai des petits regrets quand même, des fois. T'aurais pu travailler. Donc, tu sors de l'INSEP, t'as quel âge? Je suis en 98. Ok. Je suis en 98, j'ai 23 ans. Tu rejoins le PUC? Non, je sors du Crêpes, j'ai 16 ans. Ouais. Et donc, il y a plusieurs équipes qui me demandent de jouer, qui me proposent de jouer pour aller dans les meilleurs clubs. Quoi. Donc, à l'époque, il y avait Nice et le PUC. D'accord. Voilà. Après, le PUC, si tu veux, à l'époque, pour un gamin de 16 ans, ils ont su que ça n'a pas été difficile pour motiver, surtout qu'ils avaient une belle équipe à l'époque. Quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça. Donc, j'étais au PUC. Et ton coach à ce moment-là, c'était Yoshio Yoshida? Ouais, le manager, c'était Yoshio Yoshida. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce personnage emblématique? D'ailleurs, Jamel nous a ramené des livres assez impressionnants sur Yoshio Yoshida, qui est une légende au Japon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui il est, en fait, ce qu'il a apporté? Monsieur Yoshida, c'est vrai que quand j'étais au Crêpes, il est arrivé en 89, je pense, 90. Ouais. 89. Et tout le monde parlait de lui. Donc quand moi j'étais au Crêpes de Montpellier la première année, il y avait des anciens. Donc ils sont partis en 91. En février 91, ils sont partis. Une grande partie de ceux qui étaient au Crêpes qui sont partis au Japon, invités par M. Yoshida pour préparer l'équipe de France. C'était le premier voyage. D'accord. Et donc évidemment au retour, moi j'entendais M. Yoshida, ça, je comptais des histoires de tous les sens. Et donc à l'époque, on n'avait pas accès à Internet, on n'avait pas les journaux, on n'avait pas. Donc on se faisait une idée de ce qu'on nous racontait. Et donc moi, chaque fois, je le voyais de loin. Je savais qui il était, mais j'aurais jamais pu imaginer quel personnage c'était et l'importance qu'il avait au Japon. C'était un Hall of Famer au Japon? Il était Hall of Fame en 95, je crois. D'accord. Ou 93, je sais plus. Mais il était Hall of Famer. Mais en tant que manager, pas en tant que joueur. D'accord. Quel choix t'es manager? Ouais, en tant que manager. Ou alors l'inverse, il faudrait vérifier. Mais voilà, en tout cas, j'ai entendu parler de ce monsieur. Je l'ai rencontré à un tournoi à La Rochelle. Ouais. Et pareil, moi j'étais en tournoi avec le Crêpes. Et il y avait le PUC qui était là-bas. Et à un moment donné, nous, on était tous ceux de mon équipe, on était tous dans une pièce en attente de sortir. Et M. Shida arrive et tout le monde se lève. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as tous les mecs de mon équipe qui étaient partis au Japon, qui le connaissent, qui avaient vécu les choses avec lui, qui savaient qui c'était. Quoi. Donc, c'est la première fois que je lui serre la main. Moi, j'avais 16 ans. J'avais 15-16 ans. Et puis, quand on est au PUC, là, on a fait connaissance. Et moi, je n'imaginais pas. Je suis arrivé, je jouais à fond. Moi. Je faisais tout à fond. C'est-à-dire que les courses, j'étais à fond, les sprints, j'étais à 1000%, les jogs, je voulais mettre un tour à tout le monde. Quand je lançais, je lançais à fond, je swingais à fond, je slide, j'étais à fond. Et ça lui a plu. Donc petit à petit, je crois que c'est la première année, il n'a pas attendu longtemps avant de me donner ma chance. Quoi. On a commencé à parler et à vivre vraiment les choses simplement, parce qu'on s'entraînait à Pershing à l'époque, ouais. Donc il se pointait... avant, il faisait une petite sieste à Pershing, il était content, c'était son petit kiff. Et moi, quand je venais plus tôt, on discutait, voilà, on a appris à se connaître. Et il m'aimait bien, je pense qu'il a bien aimé le personnage. Quoi. Il ressemblait à quoi comme entraîneur? Parce que pour avoir été Hall of Famer dans l'une des plus grosses nations du baseball,
Il a apporté des choses nouvelles que toi, tu n'avais jamais goûté avant au baseball? Lui, il venait d'un monde professionnel. Tu imagines, il a joué 17 ans professionnel. C'est un des meilleurs shortstops de l'histoire au Japon. D'accord. Il a coaché les Tigers, il a managé, il les a emmenés pour la seule fois de son histoire. Il leur a fait gagner le titre. Ok. Encore une fois, avant moi d'aller au Japon, je ne pouvais pas me rendre compte de l'importance. Mais ce qu'il a apporté, c'est alors, je me suis toujours appuyé sur les anciens joueurs, sur les coachs, mes coachs, Philippe, Denis, Patrick Millot et tout ça, c'était des références pour moi. C'était des gens qui connaissaient le baseball c'était des gens vers lesquels je me retournais quand j'avais des doutes ou des problèmes. Quand tu passes des étapes, tu passes toujours. Voilà. Après, je sais pas, je me suis retourné vers M. Yoshida, mais je pense que Philippe, Patrick, ils avaient fait leur boulot avec l'ado que j'étais. Ils avaient fait leur boulot et je suis passé après. Au niveau un petit peu plus pro avec. Parce avec quand on jouait ma première sélection d'équipe de France, j'avais 18 ans, ou 17 ans, ou 18 ans, et c'était à Coupe Intercontinentale en Italie. D'accord. Et alors on m'a mis tout de suite, on m'a donné ma responsabilité. Tu catches, on joue l'Italie devant un stade plein. Grosse nation du baseball Grosse européen. nation du baseball, il y avait 5-7 000 personnes dans le stade et tout ça. Et c'était la première fois où je rencontre comment ça s'appelle voilà, j'avais un petit peu de pression. T'es comment dans ta tête à ce moment-là? T'as 18 ans, compétition internationale, c'est toi qui start au catch? Déjà, j'ai le cœur qui bat à 300 000. J'ai envie, c'est long, le temps il est long, j'ai envie de commencer, j'ai envie de prendre mon premier at-bat et tout ça. Et je me rappelle, juste avant le match, je vais voir M. Yoshida et je lui dis, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe et tout ça. Et puis voilà, le lanceur, il me dit, il est pas bon. Il me dit, il est pas bon. Et il me dit, il est mauvais. Je dis, ah ouais, tout ça. Il y avait le traducteur qui était toujours là. Et donc, je dis, voilà, qu'est-ce que vous pensez, ses effets, ses trucs, sa droite et tout ça, machin. Il me dit, oublie tout ce qu'il y a autour. Okay. Reste concentré sur ce que tu peux faire de mieux, ce que tu sais faire de mieux. Il me dit, tu vas gérer tout ça. Il l'a pas dit comme ça, mais bon, il m'a fait comprendre. Ouais. Il m'a dit, t'inquiète pas, machin. Et en fait, dans ma tête, tout de suite, j'ai fait un rapprochement. Je me suis dit, si M. Yoshida me dit ça, il va pas me dire ça pour. Il a connu la pression des World Series japonaises, il a les matchs en jeu, tout ça, il sait ce que c'est vrai que là. Donc il m'a mis, j'étais hyper confortable et hyper confiant. Ok. Et j'ai frappé 3 pour 4, j'ai fait quelques bêtises derrière la plaque, c'est normal, mais j'ai frappé 3 pour 4. C'est comme 3 pour 4 contre l'Italie. Contre l'Italie, ouais. J'ai frappé 2 doubles, il m'a mis à l'aise. Et d'ailleurs, à cette Coupe Intercontinentale, à la moitié du tournoi, j'étais dans les 10 premiers frappeurs. Ouais. Voilà, chose qu'il n'aurait pas fallu me montrer. Quoi. Parce que les stats à circuler dans le bus. D'accord. Et c'est le truc qui m'a un peu déstabilisé. D'accord. T'as commencé à avoir trop confiance en toi? En fait, tu penses, tu n'as plus la même approche. Alors des fois, tu penses, après, tu penses trop à mal faire. Ouais. Tu sais, tu es dans une bonne lancée et tu penses trop à mal faire et à casser ton. Alors que c'est pas du tout l'approche. Moi, je veux dire aujourd'hui. Si j'avais eu des jeunes qui avaient eu ce niveau-là, j'aurais tout fait pour les mettre dans. Parce qu'on était inexpérimentés, nous. Hein. Ouais. Donc les joueurs de l'époque étaient inexpérimentés, on n'avait pas le recul qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc j'aurais fait gaffe là-dessus. Mais bon, ça va pas. Je frappais à mi-chemin, j'étais à 416, j'ai fini à 300, un petit peu plus de 300. Ça, c'est intéressant que tu parles de la frappe parce qu'on s'est penché sur les stats qui étaient disponibles à partir de 98 en France. Et dans le championnat de France, tu fais 2 saisons énormes en 99 et en 2000. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Donc en 99, tu bats un record en championnat de France. Tu frappes 15 home runs en 27 matchs. Ouais. Et la saison d'après, en 2000, donc ça, c'est un record qui est toujours inégalé en France. Tu frappes 16 home runs en 23 matchs. Donc c'est les 2 tiers de la saison, tu frappes des home runs. Tout à l'heure, tu disais que si tu avais pris la muscu au sérieux, la préparation physique, tu aurais peut-être été meilleur parce que tu n'étais pas le plus costaud de l'équipe. Comment t'expliques que tu domines autant à la frappe? En fait, j'ai eu une période de confiance qui a duré assez longtemps. Ouais. Et parce que ça y est, je savais ce que je valais, Ouais. je savais, j'en faisais pas trop, pas assez, voilà. Et je savais
qu'une période où je me sentais bien, voilà, il fallait que je continue à travailler. Ça m'a jamais empêché de continuer à travailler dur. J'avais toujours la même routine à chaque fois. C'était quoi ta routine? Bah déjà, j'allais, là j'étais plus, ces années où j'étais plus en sport études, je crois. Tu étais au PUC 99-2000, hein, si je me souviens bien. 90, non, c'est Savigny et Toulouse. D'accord. Donc j'allais m'entraîner minimum 4 fois par semaine Ok. au terrain, entre midi et 2, le soir. J'allais m'entraîner et je faisais, peut-être je te dis 2 sauts de frappe. Et ben, j'arrêtais pas. Si je faisais j'avais pas fait mes 2 sauts de frappe, j'arrêtais pas. D'accord. Je faisais mon type. En fait, c'était l'année avant l'année après que je suis revenu du Japon. D'accord. Donc si tu veux, j'avais passé, c'est l'époque où j'étais le meilleur, quoi. D'accord. Ça, c'est important parce qu'effectivement, donc, 1 an plus tôt, tu pars qu'en entraînement des Hanshin Tigers au Japon, donc via Yoshio Yoshida. Comme on l'a dit, voilà, c'est une des grandes nations du baseball. À quoi ça ressemble de s'entraîner avec des pros au Japon? C'est un autre monde. Un autre monde, et déjà, c'est de se rendre compte à quel point M. Yoshida, c'était quelqu'un d'exceptionnel et d'important, de célèbre, d'incroyable, parce que nous, on l'avait connu encore quand on était manager d'équipe de France. Oui. On voyageait dans des trains pourris, on dormait dans des MJC, je sais pas, tu vois, ça nous est arrivé, hein. Ouais. Il n'a jamais rien dit, il était là, il était content, à manger des cornflakes au petit-déj, enfin bref. On a connu ce monsieur-là. Mais après 95, Ouais. c'était son dernière année de contrat avec l'équipe de France, il n'a pas voulu le renouveler. Il a eu 96 où il m'a accueilli au Japon. Il a eu et 97, il a re-signé avec l'Hanshin Tigers pour 2 ans. D'accord. Et il a fait sa conférence de presse à Paris. D'accord. Hop, je reçois un coup de fil de Tetsu, du traducteur. Jamais Monsieur Yoshida est sur Paris, il faut que tu viennes, mes costards, machin et tout. Donc j'attends ça déjà, moi, je décolle du sol. J'arrive et je vois, je sais pas combien de journalistes. Je commence à plonger dans le truc et je me dis, mais encore, pour moi, là où je dois aller. Ouais. C'est par là où je dois passer, c'est inévitable. Il fait sa conférence de presse, machin, et puis là on apprend tout. Il signe pour tant de millions de dollars, 2 ans, tout est dévoilé. Ouais. À la fin alors là, t'as l'impression d'être quelqu'un qui n'existe même pas et que personne ne voit. Ouais. Donc tu restes dans ton coin et tout ça. Et à la fin, comme s'il avait un plan, c'était de venir me voir. Ok. Il a vu que je viens de la série, machin, il est venu me voir. Et voilà, bonjour, il m'a dit prépare-toi pour le mois de janvier. Ouais. Je vais t'emmener avec moi. Et alors là, j'ai dit. Il t'a même pas posé la question, il t'a dit Non, tu vas venir il m'a avec moi. dit prépare-toi, au mois de janvier, tu vas venir chez Hanshin Tigers. Il avait une idée en tête, c'était de nous montrer, Ouais. parce que je l'ai fait 2 fois. Donc j'ai fait 2 fois avec David Meurant et 1 fois avec Samuel Meurant, Ouais. Maxime Leblanc et Fabien Proust. Ok. Et c'était son objectif, c'était ça, quoi. C'était son rêve, c'était qu'un joueur de l'équipe de France, un joueur français, soit pro un jour au plus haut niveau. Et il a tout fait pour. Voilà, on ne peut pas dire que. Donc voilà, moi je sais qu'on est en novembre-décembre, je sais que je vais partir en janvier chez Hanshin Tigers, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Il ressemble à quoi le baseball là-bas, les entraînements, les joueurs? Alors, tu rentres déjà, le complexe, c'est un complexe de dingue, tu as plein de terrains, il y a un dôme en cas de pluie qui recouvre tout un infield, plus un système de cage de frappe qui se sépare avec des fils qui sont coulissants, hein, Ouais. avec des moteurs qui sont coulissants, donc qui peuvent te couper la salle en 4, 5, 6 frappes de cage, cage de frappe. Des machines à bras, les derniers modèles, ils en ont des dizaines. Des balles, il y en a des milliers. Ouais. Des fois, sur le terrain, tu as l'impression qu'il a neigé. Et voilà, et dès qu'au bout de 2 jours, les balles, ils les rangent, ils les sortent, ils ressortent des neuves. Donc tu as des balles, voilà, tu peux, je sais pas combien, il y a des balles, il y en a des milliers, quoi, des dizaines de milliers, je dirais même. Il y a des coachs, voilà, 64 joueurs, il y avait 5000 personnes qui venaient tous les jours assister au camp d'entraînement. Wow. C'est quand qui durait 6 semaines. Hein. T'as 200 journalistes qui sont là parce que c'est une équipe hyper populaire, hein, les Hanshin Tigers. Donc et puis voilà, tu es au milieu, c'est comme si tu étais au camp des loges avec le PSG. Et t'as la ligne, le filet que les journalistes ne peuvent pas passer. Ouais. Toi, tu es dans le terrain avec la star, le machin, l'ace. Et j'avais sympathisé avec un ancien ace. D'accord. Et ancien draft numéro 1 qui s'appelle Nakagami,
qui était blessé et qui avait été relégué, enfin qui avait été envoyé en équipe 2 pour revenir en forme. Et nous, on était avec l'équipe 2. Il y avait l'équipe 1 dans un hôtel, l'équipe 2 dans un autre hôtel. D'accord. Donc nous, on était avec l'équipe 2 et Nakagami, il était là. Donc, Tu l'as catché? je l'ai catché, ouais. J'ai catché lui, j'ai catché tous les... à part les ace, genre Yabou. Ouais. Voilà, après, c'est des mecs qui lançaient à 94-95 miles. Et en fait, ils avaient leur routine, ils avaient leur catcheur. Au niveau des entraînements, au niveau tout ce qui est aspect baseballistique, Levé 6h du lever mat. 6h du mat. On faisait un petit. Tous les matins, on est préparateur physique avec nous, donc on faisait un réveil musculaire. On allait déjeuner, on retournait à la chambre, le temps de se préparer, de se relaxer, de digérer, tout ça. 8h, 8h20, on prenait le bus, on allait au terrain. Et à 9h, pétant, tout le monde est prêt à commencer l'entraînement avec les échauffements et tout ça. Donc après, moi j'étais avec le groupe des catcheurs. Ouais. Et les autres avec les shortstop, avec les infielders, et il y avait Samuel avec les lanceurs. Et donc moi j'étais avec les catcheurs, donc je faisais l'entraînement des catcheurs, et j'ai jamais connu quelque chose d'aussi dur de ma vie. Ah ouais. Jamais autant mal. En fait, je pensais m'être entraîné avant de partir là-bas, mais déjà de 9h à 6h, avec une petite pause à manger entre les deux, mais on faisait que ça. Et les premiers jours, les gens ne te disent pas où est-ce que tu vas, hein. Ils disent tu vas voir de toi-même. Et donc, les premiers jours, toi tu veux toujours montrer le meilleur de toi. Ouais. Et après 2 heures, t'es mort. Et les autres, ils te disent attends, t'as rien vu là. Donc après, il y avait encore un truc hyper dur, et ça s'arrêtait pas. Il a fallu prendre le rythme, parce qu'on a passé 6 semaines. Il a fallu prendre le rythme, et une fois que tu es dans le truc, bon, voilà, tu gères bien, et puis tu t'habitues, et puis mais on a quand même bien tenu. Hein. D'accord. Franchement, on n'était vraiment pas ridicule. Quoi. Est-ce qu'en revenant, tu te dis c'est le genre de rigueur qu'il faut que je garde en France pour moi-même ou que j'applique dans les équipes? C'est le genre de rigueur que je me suis toujours gardé, et c'est le genre de rigueur que j'essaye d'apprendre aujourd'hui, mais c'est très difficile. J'essaie de transmettre. Ouais. Et de faire comprendre aux gens qu'on n'arrive pas là-haut sans rien. Oui. Et je l'ai dit plusieurs fois, mais bon voilà, il faut quand même supporter ça, il faut... C'est un rythme pro là. On peut pas avoir le même rythme qu'au Japon, mais on peut avoir la même approche. Tu peux te fixer un objectif et te dire, voilà, moi je peux être dispo 4 fois par semaine avec mes joueurs, sans problème. Ouais. Mais si en face ça suit pas, c'est pas possible. Ouais. Parce que tu t'épuises, toi tu t'épuises, tu te dégonfles un petit peu, et tu te dis bon bah voilà, c'est peut-être pas fait pour eux. Ouais. Mais il y a des générations qui sont prêts à encaisser. Bah justement, en parlant de jeunes joueurs, toi quand tu reviens du Japon pendant un temps, tu es joueur et coach à Toulouse, c'est ça? Je suis revenu, alors j'ai fait 96, 97, 98 au Japon. Ouais. Je suis revenu du Japon en 98, donc on m'avait parlé de me donner ma chance au Japon. Et moi, j'avais déjà signé un contrat aux États-Unis. D'accord. Donc j'avais pas d'agent, j'avais personne pour me dire quoi faire. J'aurais pu dire, mais pour moi dans ma tête, il y a une personne qui était caution de moi, qui m'avait fait confiance. Donc je pouvais pas, et moi je leur disais voilà, j'ai signé un contrat États-Unis. Donc tu joues pro aux États-Unis? J'ai joué en Ligue indépendante. D'accord. Donc je suis revenu d'Hanshin Tigers en mars 2018. En mai, j'étais à Reno. D'accord. Dans le Nevada. Donc Ligue indépendante, c'est du niveau minor league, c'est ça? En fait, dans mon équipe, il y avait des mecs de AAA, de AA, il y avait des fusées. Waouh. Et il y avait des universitaires, mais c'était les tout débuts des ligues indépendantes. Ok. Voilà, donc c'était les Reno Chuckers. Et ça s'est pas forcément bien passé. Donc bon. Retour en France. Voilà, je suis retourné en France, j'ai fini la saison. Je me suis dit, je préfère rentrer en France, terminer la saison avec mon équipe, que de rester là-bas et de lancer le batting ou de faire du bench ou de faire du bullpen catcher. D'accord, ouais, donc tu as décidé de revenir jouer avec ton équipe. En 99 et 2000, tu as eu 2 grosses saisons avec respectivement 15 et 16 home runs. Bon, tu retrais de gros camps d'entraînement au Japon, donc tu as dû gagner en niveau. Qu'est-ce qui faisait que tu étais aussi bon à ce moment-là au bâton? En fait,
j'avais eu un maximum d'informations au Japon et j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens, des pros, Ouais. qui m'ont mis à l'aise et qui m'ont fait découvrir, enfin qui m'ont fait comprendre une autre partie de ce sport. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est des gens qui font 140 matchs par an, par saison, 150 matchs par saison, et que voilà, il y a des jours avec, des jours sans, il faut savoir qui va pas, il faut savoir et tout de suite encercler le truc et aller le travailler ou aller en discuter pour pouvoir. Donc tu fais ça au début, tu es un peu aidé, et puis après, quand tu as tous les éléments qu'il faut, et ben voilà, tu sais que ça va pas être toujours être bien, fais tout ce qu'il faut pour être bien, mais tu sais que ça va pas toujours être bien, essaie de comprendre pourquoi, et puis voilà, de gérer le truc. Et j'avais compris ça. J'avais compris ça, et en fait, ça fonctionnait très bien. Donc, les années où c'était des années où c'était encore les dernières années des battes en aluminium, Ouais. où voilà, je voyais la balle très énorme. J'avais des bonnes routines, j'avais une bonne hygiène de vie, j'étais heureux dans ma vie. Ouais. J'avais une nouvelle vie, voilà, c'était à Toulouse, j'avais changé d'endroit, donc j'avais découvert d'autres personnes. J'étais vraiment bien, quoi. J'avais une bonne ambiance et tout ça, donc j'étais dans un très bon cadre. Et voilà, donc ça s'est très bien passé. Et puis j'étais hyper à l'aise et je frappais tout le monde. Bon, j'ai pris des strikeouts évidemment, j'ai eu des matchs où je suis passé à travers. Mais, En tout cas, quand tu touchais la balle, ça s'envolait, quoi. mais j'étais bien. Et puis je me rappelle, ouais, il y a des matchs contre Rouen où j'ai frappé à Toulouse 3 home runs. Et, En un match. dans la journée. D'accord. Donc un à gauche, un au centre et un à droite. Et voilà, c'était vraiment. Mais voilà, quand tu frappes un run à droite, au champ opposé, Oui. tu veux pas trop en faire. Tu Ouais, frappes la balle fort où elle est. ouais. Voilà, donc c'est ce qui se passait et ça fonctionnait très bien. D'accord. Et donc ensuite, donc ça c'était avec Savigny. En 2006 avec Toulouse, tu parviens en finale du championnat de France et en 2007, vous partez en Coupe d'Europe. Ça c'est une performance unique parce que après Toulouse n'est pas retourné en fait en Coupe d'Europe. Euh, Comment t'expliques cette grosse performance de l'équipe? Est-ce qu'il y avait des joueurs uniques? Est-ce que c'était un coaching? Et surtout à quoi ça ressemble une coupe d'Europe? Et la Coupe d'Europe, j'en ai déjà fait avant, hein, avec le PUC, j'en avais fait 3, j'en avais fait avec Savigny, j'en avais fait autant, je crois. Et en fait, alors, ce qui est bien, et dans mon projet sportif au niveau du baseball, ce que j'aime bien, c'est recommencer à zéro. D'accord. Recommencer à zéro. Donc c'est vrai que Savigny, quand on est arrivé, je sais que l'année d'avant, ils se battaient pour se maintenir. Et donc Guillaume Coste, qui était le coach à l'époque, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc voilà, on a discuté, le PUC était en déclin, le projet ne nous intéressait plus, donc on est parti à Savigny. En fait, à Savigny, on a ramené, on était deux trois joueurs, mais on a ramené aussi cet état d'esprit, et eux ils s'attendaient à ça. Et Guillaume, en nous faisant venir, il voulait qu'on apporte ce qu'on valait sur le terrain, mais aussi tout l'état d'esprit qu'il y a autour de- du Japon et voilà, tout ce qu'on avait connu. Et, euh, et on a partagé tout ça. Donc c'est vrai que les joueurs ils étaient à fond, Ouais. ils étaient hyper demandeurs et hyper réceptifs. Et c'est pour ça que ça a bien fonctionné. Et je me rappelle qu'à l'époque, Savigny organisait chaque année le spring training, bah là c'était en Espagne. Ouais. Donc on partait 10 jours en Espagne avec équipe 1, équipe 2, et puis ceux qui voulaient venir, d'autres gars qui voulaient venir. Et on s'entraînait là-bas. Donc nous, en fait, on est des Guillaume. Et on a porté encore une fois tout ce que nous, on a vécu au Japon, et tout ce qu'on a vécu avec les compétitions internationales, et tout ça, on a porté tout ça. Et ça a créé quelque chose de... On a fait venir de bons joueurs étrangers, D'accord. qui sont bien rentrés dans le cadre, et il y avait une très bonne alchimie. Et en fait, voilà, encore une fois, tout le monde allait dans le même sens, c'est pour ça que ça a bien fonctionné. Et Savigny, depuis ce temps-là, enfin, après ça, ils ont maintenu le cap pendant un bon moment. D'accord. Et à Toulouse, c'était la même chose. À Toulouse, on est arrivé, pareil, avec deux joueurs, et on a apporté un état d'esprit avec des mecs qui étaient hyper réceptifs. Donc quand tu arrives avec un passé comme le nôtre, voilà, mais tu peux avoir un passé, si tu as tête de con en face, Ouais. il se passe rien. Déjà, vous aviez les gros joueurs qui avaient rejoint l'équipe. On avait déjà de bons joueurs qui avaient rejoint l'équipe, il y avait une bonne ambiance, et il y avait surtout des joueurs qui étaient réceptifs à tout ce qu'on pouvait apporter. Et les coachs, pareil, c'est des gens qui ont su bien nous gérer, quoi. C'est pas des gens qui nous ont dit il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ou machin. Chacun était à sa place comme il faut, et ça a créé vraiment une bonne alchimie. Et Toulouse, pareil, ils ont joué la descente l'année d'avant, et l'année d'après, ils ont visé la troisième place. D'accord. Et à ce moment-là, d'ailleurs, à Toulouse, tu joues et tu entraînes aussi
des joueurs. Et à ce moment-là, tu entraînes aussi 2 joueurs français qui sont devenus aujourd'hui des internationaux assez visibles, Frédéric Envie et Andy Paz. Euh, Toi, en tant que coach, est-ce que tu as des souvenirs de ces joueurs-là? Est-ce que c'est une coïncidence que tu aies entraîné ces 2 joueurs qui sont devenus excellents? Est-ce que tu sens que ton coaching leur a apporté quelque chose? En fait, Andy, il est venu, il avait 13 ans. Il arrivait de Cuba, bon, il parlait pas français rien du tout. Et son père, je l'avais rencontré, il m'a dit mon fils qui arrive, voilà, est-ce que tu peux l'essayer et tout. Bon, je l'ai vu, au bout de 5 minutes, j'ai dit bon, pas de souci. Tu as senti qu'il avait déjà été déjà Voilà, bon? et puis là, on a discuté et tout ça, et je lui ai demandé, parce qu'à Cuba, ils ont vraiment. Le baseball là-bas, c'est scolaire. Ça commence très petit, ils ont un programme manuscrit, D'accord. tu vois, et ça va de tout petit jusqu'à. C'est vraiment hyper bien cadré, et ils ont un programme scolaire. Donc il a joué à tous les niveaux, il a joué, et bon, il avait déjà un super bon niveau, donc j'ai discuté avec lui, tu sais faire ci, tu sais faire ça. Et je me rappelle, j'avais frappé, D'accord. j'avais lancé un batting, il avait frappé et tout ça, et puis je lui dis frappe une balle au champ opposé. Et il savait pas comment faire. Donc on en a discuté, tout ça, et puis il m'a dit est-ce que tu peux m'apprendre et tout ça, à comment frapper? Je dis évidemment. On a passé une année, moi je parle espagnol donc c'était facile. On a passé une année où il a joué avec les petits de Toulouse, 1 an ou 2 ans. Après il est rentré au Krebs. En 6 mois, je l'ai retrouvé, il parlait français quasiment couramment. Ouais. Il avait vraiment progressé. Et Andy, c'est quelqu'un voilà, qui a des choses, qui est hyper réceptif. Tu lui dis des choses qui ont du sens, il va en faire quelque chose. D'accord. Fred Envie, c'est pareil. C'est des gamins qui sont voilà, hyper respectueux, travailleurs, sérieux, réceptifs. Et voilà, ils écoutent ce que tu leur dis. Donc je leur ai dit des choses, j'aurais dit des choses qui leur ont apporté, comme d'autres coachs. Oui. Voilà. Et ils ont été réceptifs. Voilà, c'est pas, il y a plein d'autres gamins qui ont été, c'était imperméable. Hein. D'accord. Ils auraient pu être aussi bons, mais ils étaient quand même imperméables. Ouais. Peut-être pas aussi bons parce que ces 2 gamins-là, c'est quand même très talentueux. Quoi. Fred, il était très bon avant que je le coach, et Andy, potentiel de dingue. D'accord. Bon, on a pas mal parlé de ta performance en équipe. Maintenant, ce qui concerne plutôt l'équipe de France, tu participes à pas mal de championnats d'Europe et tu fais surtout partie de l'équipe All-Star, donc à 2 reprises, en 93 et en 95. Donc l'équipe All-Star, c'est les meilleurs joueurs d'Europe qui sont sélectionnés à une position. Tu fais pas de match dans l'équipe All-Star, mais tu fais partie des meilleurs. Donc toi, tu as été sélectionné comme meilleur en tant que catcher, c'est ça? Ouais. Ok. Et bon, à ce moment-là, ça c'est énorme. Je ne sais pas s'il y a d'autres joueurs français qui ont fait partie de l'équipe All-Star européenne. Oui, il y a Arnaud, Faux. Ouais. Je crois que Luc Piquet et Sébastien Ravé. Il y a Samuel Meurant aussi. Hein. Samuel, il a été je sais pas s'il a été au Star européen, mais il a été au Star mondial. Lui, hein. Au moins meilleur ERA en tant que lanceur. D'accord. Ouais, c'était une belle génération du baseball français. D'ailleurs, vous ramenez 2 médailles de bronze en Coupe du Monde. D'ailleurs, en fait, depuis la dernière médaille de bronze que vous avez ramenée, la France n'est jamais remontée sur le podium. Et en Taïwan, en 2001, vous allez faire une Coupe du Monde à Taïwan. Donc on a ramené 2 médailles de bronze. Alors il y a eu 3 médailles de bronze Ouais. dans l'histoire du baseball français, 2 en junior, 1 en senior. D'accord. Championnat d'Europe A. Ok. Je ne parle pas du B. Donc nous, en tant que senior, on a été champion médaille de bronze en 99. D'accord. En 89, c'était les juniors qui avaient été médaille de bronze au championnat d'Europe. Et en 2000, la génération d'Andy, Ouais. ils sont allés chercher la médaille de bronze aussi en junior. Ouais. Mais après, il y a eu les moins de 26, D'accord. les moins de 23, les moins de 21, où on a ramené, C'est ça, c'était en tant que coach équipe de France, c'était médaille d'argent, médaille d'or, médaille de bronze. D'accord. Parlons un petit peu de la Coupe du Monde à Taïwan en 2001. Je crois que c'est ta première compétition mondiale. Qu'est-ce que ça fait d'affronter les meilleurs mondiaux? Alors, c'est pas ma première, D'accord. parce que j'ai fait le championnat du monde à Cuba en junior en 90. D'accord. Et là, tu étais senior en 2001 du coup? 94 Nicaragua, D'accord. donc c'était le premier championnat du monde senior. On s'était qualifié en battant l'Afrique du Sud en match de barrage à Paris. D'accord. C'était 3 matchs de folie où on gagne le premier à la dernière manche, on perd le deuxième à la dernière manche, et on gagne le dernier à la dernière manche d'1 point avec 3 matchs. D'accord. Donc là, on a gagné notre qualification première en senior en 94 au Nicaragua. D'accord. Et donc, je te parle du coup de Nicaragua, qui était ma première, ou de Taïwan?
des deux, qu'est-ce que c'est d'affronter des joueurs de ce niveau-là? Est-ce que tu sens qu'il y a une grosse En différence? fait, on était après l'Afrique du Sud, c'était une sensation extraordinaire, hein. Et puis Monsieur Yoshida, il était très content. Et puis même le DTN de l'époque, Gilles Thomas, on avait mis en place un projet qui a touché, on a touché notre objectif du doigt là, en se qualifiant pour la première fois au championnat du monde. Donc c'était vraiment un projet de 3 ans qui a été mis en place, de 4 ans même. Et voilà, on a réussi, on a atteint notre objectif. Donc si tu veux, on était content, mais une fois arrivé au Nicaragua, après c'est la désillusion, c'est un petit parce que tu arrives, tu t'affrontes des équipes qui ont un niveau bien supérieur à toi. On a accroché un match ou deux, mais bon, on s'est fait un petit peu Malmené. on s'est fait malmener quand même la plupart du temps. Et c'est vrai, quand tu te fais malmener, tu perds confiance, tu joues moins bien, l'ambiance d'équipe c'est pas la même. Donc bon, on a fait le championnat du monde, c'est une expérience de vécue. Surtout que moi, la première en Nicaragua, c'était difficile, c'était compliqué derrière la plaque et tout. Il faisait super chaud. J'ai fait un malaise à un match là, Oui. j'en voyais pas la fin. Mais bon, voilà, c'est une expérience à vivre en groupe, en équipe, dans un pays de baseball. Et de jouer dans des stades de 20 000 places. On a joué au Nicaragua, on a fait un super match, on a perdu 4-0 chez eux. Donc Samuel qui avait lancé, j'étais derrière la plaque, on a fait un super match. Et Taïwan, c'est une autre génération, donc c'était on a été un peu plus accrocheurs, on s'est pris quelques roustes, mais on a accroché, on a fait des bons matchs. Dont le match contre Saint-Domingue, où Samuel il lance son match entier, là, il fait un super match. Wow. Je frappe par home run. On perd 2-1 ou 2 ou 3-1. Ouais, je frappe par home run. Je frappe un moment pendant ce match-là. Il y a quand même eu quelques belles performances individuelles. Quand Oui, même. il y a une belle d'équipe. On a fait des matchs qu'on aurait pu battre l'Afrique du Sud et la Chine, le Nicaragua, tout ça, c'est des matchs qu'on a accrochés. Et individuel, Samuel, il a fait un super match contre le championnat du monde. Il est meilleur lanceur en ERA. Oui. Et puis après, il y a eu 2003. Donc c'est le dernier championnat du monde qu'on ait fait. C'était à Cuba et alors là. C'était en 2006, Cuba. C'était en 2003. Ok. 2003, et je finis presque sur. Je pense à un ou deux hits près, j'étais meilleur frappeur des championnats du monde. On a regardé, tu finis second meilleur frappeur du championnat du monde. Contre des nations comme Cuba, le Japon, les États-Unis, tu frappes 8 pour 16 avec 2 doubles et un home run. Ouais. Et il y a plusieurs joueurs français à ce moment-là, à qui on a parlé de toi, qui t'ont qualifié de l'un des meilleurs joueurs français de tous les temps. Joueur complet aux qualités techniques exceptionnelles, quelqu'un qui était capable de frapper contre n'importe quel lanceur. C'est de beaux compliments. C'est de beaux compliments. Après, encore une fois, là ça se passait bien, il y a d'autres fois où ça s'est pas bien passé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, Français, on n'a pas à rougir, on n'a pas à être complexé d'affronter. Parce que quand ça se passe bien, et moi j'étais confiant à Cuba, j'étais bien. Encore une fois, c'est une histoire de cadre. J'étais confiant. Et je voyais la balle comme ça, qu'elle soit lancée à 94, 95 ou à 85. Je voyais les grosses. Je suis passé à travers un match, c'est contre le Mexique. Et c'était un lanceur Major League qui était en face, où j'ai 0 pour 2. Voilà, c'est le seul match où je ne frappe pas de hit. Oui. Et, mais sinon, voilà, alors, j'aurais pu, après ce match-là, mais je suis resté dans ma ligne de conduite. Ça s'est mal passé, c'est normal. Voilà, je suis revenu le lendemain, ça s'est très bien passé, et puis jusqu'au dernier match, contre Panama, où je frappe 2 pour 3, et puis il y avait un lanceur qui lançait 94-95. Et donc voilà, tu es confiant. Et les 25 joueurs d'équipe de France, ou les 30 qui peuvent en faire partie, peuvent se retrouver à cette position-là, c'est celle que j'ai eue, à un moment donné. Avec l'expérience qu'ils ont, avec le travail qu'ils ont et tout ça. C'est une histoire de confiance, et de toute façon, voilà, il n'y a pas de secret, quoi. Tout ce que tu nous dis, il y a quand même pas mal de mental, le fait d'être dans ton match, d'être concentré, tu vois la balle super grosse, il y a d'autres matchs où tu es moins dedans. Toi, est-ce que tu as des routines, des façons de travailler sur ton mental pour être plus à l'aise en match? À l'époque où je jouais, le batting c'était hyper important, la préparation c'était hyper important. Et voilà, j'aimais bien avoir le même lanceur quand ça se passait bien. Donc s'il y avait 2 ou 3 lanceurs de batting, j'aimais bien avoir le même. Ouais. Et puis voilà, avoir les routines, à faire les exécutions bien comme il faut, bien me sentir.
voilà, généralement, je passais jamais à côté d'un batting. Tu vois. D'accord. Mes exécutions nickel, que ce soit des bunts, les champs opposés, voilà. Après, j'arrivais pendant le batting à sortir une ou deux balles ou à la fin, quand je me lâchais. Ouais. Mais bon, c'était pas l'objectif, mais bon, ça prouvait que je me sentais bien, que je voyais bien la balle et que j'avais un bon bat speed. Ouais. Et puis voilà, après, bien dormir, bien manger. Après, c'est vrai que c'est des routines. Hein. Faire toujours la même chose. Hein. Beaucoup de routines pour te mettre à l'aise. Voilà, pour pas qu'il y ait quelque chose qui vienne perturber ta journée ou tes. Mais voilà, et puis voilà, être bien dans un groupe, avoir la confiance des coachs. Voilà. Et puis. Toutes ces routines pour être à l'aise et au moins Bien sûr. pas être déconcentré pendant Puis ton match. après, moi, alors j'ai toujours été comme ça. Hein. Depuis Thiers jusqu'à. J'ai jamais été spectateur des joueurs contre qui je jouais. Je détestais perdre et je détestais être plus mauvais que lui. Ouais. C'est comme ça. Donc après, arrivé quand tu as un certain âge, je me suis dit, attends, je sais ce que c'est que le baseball. J'ai connu le baseball, le Japon, les États-Unis. J'ai vu ce que c'était. J'ai affronté des tueurs, j'ai affronté. Donc, je dis, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ouais. Pas de raison que ça se passe mal. Et voilà. Et puis quand tu es confiant, et je le sentais de toute façon, et quand tu es bien verrouillé là-dedans, je sentais que ça allait bien se passer. Après, il y a des fois où tu passes à travers. Tu vois, tu peux pas être ultra perfectionniste et être déçu de ne pas avoir frappé un hit à un match. Voilà, tu dois passer à autre chose. Et ça, je faisais bien les bonnes transitions. Voilà. Donc j'avais une approche un peu pro dans ma tête parce que j'avais 28 ans, 29 ans à cette époque-là et que j'étais un bonhomme. Donc je me laissais pas. Je savais que j'allais bien et je n'allais pas laisser quoi que ce soit me. Voilà. Et puis je suis supporté par les Cubains. Ouais. Parce que les Cubains, ils étaient contents qu'un joueur d'une petite équipe, machin, soit performant. Donc c'était sympa ça. D'accord. Donc là, c'était grosses années de joueur. Après, en 2009, tu repasses un petit peu plus vers du coaching, c'est ça? Donc à ce moment-là, tu as 34-35 ans, c'est ça? Qu'est-ce qui te donne envie de passer principalement au coaching? En fait, j'ai coaché depuis mon retour des États-Unis, en 2003. J'ai commencé avec les petits. Je voulais voir si j'étais capable de leur transmettre quelque chose. Donc assez tôt, je me suis dit, je vais prendre mes responsabilités. Et donc je pense que coacher, ça en fait partie. Et Yoshida, il m'a toujours dit, tout ce qu'on fait maintenant, faut que ça serve à l'avenir. D'accord. Tout ce qu'on a fait. Et même je l'ai revu il n'y a pas longtemps. J'avais revu il y a quelques années, j'avais organisé un match avec tous les anciens quand il était venu en France. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ouais, pour l'instant, je ne fais plus rien et tout. Il m'a dit, c'est pas possible, jamais. Il m'a dit, il n'a pas fait tout ça, voilà, tout ça. Il m'a dit, ouais, baseball, il a besoin de toi, machin. Je pense déjà à la génération d'après. Ouais, toujours, parce que lui, il a beaucoup plus de recul. Et puis, et en fait, c'est vrai, quand il m'a dit ça, c'est vrai que venant de lui, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il faut pas, on peut pas partir voilà. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe si j'arrête le baseball un jour, mais je ferai toujours quelque chose dedans. Et donc, j'ai commencé en 2003, et puis j'ai commencé avec des tout petits. Donc, j'ai commencé à organiser mes entraînements, faire des recherches pour adapter un petit peu les entraînements à ses enfants. Et puis j'ai monté. Et voilà, je suis jusqu'à coacher l'équipe de France. Ouais, t'as coaché pas mal de monde. D'ailleurs, tu as fait partie du staff des équipes de France jeunes, qui ont gagné d'ailleurs 2 médailles de bronze, donc en U21, donc en 2006 et en 2010. Et toi, tu avais quel rôle en tant que coach dans l'équipe? J'étais batting coach. D'accord. J'étais batting coach, moi je m'occupais de l'organisation de la frappe, puis du batting et tout ça. Et puis je discutais avec les joueurs dans le dugout. D'accord. Donc toi, du coup, ça c'est des joueurs que tu connais pas forcément, que tu je connaissais quasiment tous. Hein. D'accord. Et ceux que je connaissais pas, bon, j'ai appris à les connaître vite. De toute façon, on voit les gens comment ils se comportent. Je vois tout de suite quel genre le caractère qu'il a, comment il est à l'entraînement, s'il fait semblant ou s'il est. Voilà, ça va assez vite. Hein. Donc toi, en plus, quand tu arrives dans un tournoi comme ça, qu'est-ce que tu as comme objectif en fait avec ces joueurs-là? Tu ne veux pas beaucoup les entraîner, tu essaies de créer des opportunités, faire des déclics, comment... En fait, ce que tu essaies de faire, c'est déjà les piliers, il faut les conforter dans leur point fort et dans ce qu'ils représentent. Pas essayer de changer quoi que ce soit, ils ont un niveau, ils ont déjà un niveau, tout ça. Ce qu'il faut, c'est leur faire prendre conscience encore plus du rôle qu'ils vont avoir dans le line-up. Donc ils ont un rôle, qu'ils aient une approche. Dès qu'ils sont en bâton, dès qu'ils ont un rôle dans le line-up, dans une position du premier au 9, chacun a un rôle.
qu'ils sachent quel est leur rôle, D'accord. tu vois, et qu'ils ne soient pas surpris et qu'ils travaillent en fonction de ça. Donc, c'est plus un travail d'équipe, quoi. Ok. Donc on va se servir vraiment des points forts des frappeurs, quoi, et de les aligner dans un line-up qui vont être favorables à leurs points forts. D'accord. Ok. Donc ça c'est pour les jeunes et puis après bon, tu continues à monter. En 2010 tu deviens manager de Sénart. C'est un moment où l'équipe senior est en pleine restructuration. C'est un projet qui m'intéresse donc. Ouais. On est reparti à zéro. Partir à zéro, construire une équipe. C'est vraiment voilà, donc c'est ce qu'on a fait. C'est vrai qu'au début c'était chaud, mais bon de ce côté-là, c'est vrai que le club de Sénart ils m'ont vraiment bien soutenu. Ils ont bien soutenu. Ils ont chaque fois qu'on proposait quelque chose, ils étaient là, ils étaient à fond. Donc voilà, j'ai fait venir des gens et ils ont permis qu'on puisse les faire venir. Voilà. Après, T'as fait venir qui comme personne? Fred Envy, Ouais. Andy, Léo de Cespedes, Jonathan Motet, et puis après les étrangers, c'est moi qui les ai sélectionnés. Parce qu'en 2 ans, tu arrives quand même à inverser la tendance. En saison régulière, l'équipe finit à 22 victoires pour 6 défaites. Ouais. C'est quand même énorme. Donc, tu as fait venir des joueurs, ça a forcément aidé. Pour toi, il y a quelle autre raison qui explique ce succès? Encore une fois, moi j'ai un projet dans ma tête. Les jeunes, ils me connaissent, donc ils ont confiance dès que je leur dis. Le club les accueille bien. Et voilà, on a un projet ensemble et on essaie de tous aller dans le même projet. Donc la plupart des gars, il y en a qui s'entraînent en sport-études, donc je suis en relation avec leur coach. Il y a des bilans de matchs du week-end, il y a des objectifs, qu'est-ce que tu veux qu'on travaille, qu'est-ce qu'on fait, voilà ce qu'il a fait, voilà, faire attention à ce qu'il y a ça. Et dès qu'il s'agit du match et de la composition de l'équipe, et chacun a un rôle, et ils savent quand ils viennent, ils savent ce qu'ils vont faire. D'accord. Voilà, et puis ils sont jeunes, ils ont plein d'énergie. Voilà, et puis il y a quelques anciens du club, plus des bons renforts. Ouais. Voilà. Alors après, tu crées une alchimie, c'est ça, c'est un peu l'objectif. Et en fait, à Sénat, l'objectif c'était de voir tout le monde en entraînement. Donc, à part ceux qui étaient en sport-études, c'était d'avoir tout le monde. Objectif rempli. Voilà, objectif rempli, et puis voilà, on a fait. On a été, je sais pas quand j'ai coaché 2 ou 3 ans, on a été 3 fois. 2 fois en finale. 2 ou 3 fois en finale, je sais plus. Ouais. Après, bon, je pense qu'il y a eu une année où on aurait pu gagner le challenge et la finale. Bon, ça s'est pas fait parce que, si tu veux, je suis le genre de coach qui aime donner les responsabilités. Ouais. C'est pas que je m'enlève mes responsabilités à moi, hein, mais des mecs qui ont de l'expérience, la plupart à cette époque-là, ils avaient quasiment tous un niveau pro. Ouais. Donc, et puis je pense qu'il y a des gens qui sont laissés aller dans les événements, surtout face à Rouen, qui sont laissés aller et puis qui ont craqué. Des gens auxquels je ne m'attendais pas du tout. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. C'est les joueurs qui sont sur le terrain qui font tout. Donc et on aurait dû gagner les finales et le challenge. Et, bon, il y a des choses qui m'ont échappé, mais ils ne sont pas venus des plus jeunes ou non, ils sont venus des plus anciens. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est pas. Ils ont gagné l'année d'après, donc. L'un dans l'autre, ça s'est rattrapé. Ouais, dans l'autre, on va dire, ils ont fait tous les. Je pense qu'ils ont gommé tous les. Voilà, ils ont compris. Ils ont appris des expériences passées. Ouais. Et donc, bon, là, tu coaches l'équipe senior. Après, c'est pas ton seul projet à Sénart. Tu as monté la Sénart Baseball Academy. En fait, c'était un projet qu'on avait en commun avec le club. Ouais. Bon, j'ai travaillé dessus au début pour lancer le projet. Et voilà, et puis aujourd'hui il est en place, et puis c'est bien, c'est ce que tous les clubs devraient faire. Ouais. Toi, ce que tu m'avais dit, c'est que tu aimais bien miser sur les jeunes. Dès le début, l'idée c'était quoi? C'était de créer une nouvelle génération pour Sénart. Bien sûr. De toute façon, au niveau français, moi j'ai à peu près tout connu, et je sais aujourd'hui que tu peux avoir une équipe forte une année et qui finit dernier ou qui se ramasse l'année d'après, Ouais. par manque de base. Et malheureusement, l'équipe de France, il y a trop de trous entre 2 générations des fois. Donc on a une équipe forte et une équipe faible, il faut attendre et tout ça. Donc c'est ce qui m'intéresse maintenant, c'est de travailler. Enfin, ce qui m'intéresse, ce que je trouve le plus important, même s'il faut avoir une équipe élite forte, c'est bien d'avoir une équipe élite forte si tu as une base, une école de baseball aussi. D'accord. C'est ça le plus important. Sinon, ça n'a aucun intérêt pour moi d'aller sur le terrain. Toi, l'objectif de la Sénart Baseball Academy, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est de créer un cadre pour que les jeunes puissent
se retrouver dans un environnement très sérieux? Est-ce que c'est leur apprendre des choses qu'ils peuvent peut-être pas apprendre dans leur club? Comment tu le vois, toi? En fait, En tout cas, comme tu le l'académie de baseball, que ce soit à Sénart ou ailleurs, tous les clubs qui doivent en avoir une, ça te permettre aux jeunes de s'entraîner plus souvent. Et si tu veux, voilà, je veux dire, ils sont là toute l'année. Ce qui est bien, si tu as 4 entraînements en semaine, tu peux mettre en place un vrai programme. Oui. Tu peux. Je pense que tu vas pas forcément développer des lanceurs, mais au moins tu vas apprendre aux gens à jouer au baseball. Tu vas leur apprendre à courir. Infielder, outfielder, je veux dire, c'est moins compliqué qu'un lanceur. Catcher, pareil, c'est difficile d'en avoir, mais au moins c'est quelque chose que je pouvais maîtriser, parce que bon, je connaissais pas mal de choses. Mais au moins, tu vois là, le plus important pour moi aujourd'hui avec les jeunes, c'est de leur apprendre à jouer au baseball. Voilà, leur apprendre à courir, prendre des roulants, prendre la frappe, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Et il y a tout un aspect technique au début à mettre en place, et après ça, tu as tout l'aspect mental, et puis chaque fois que tu passes une étape, il faut passer à une autre, et puis c'est complexe, ça prend du temps. Jusqu'à avoir un gamin à 18 ans qui sache courir, frapper, qui ait une approche, même s'il n'est pas talentueux, même s'il ne va pas sortir une balle à chaque swing, au moins il arrive au bâton, il sait ce qu'il va faire. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est les fondamentaux. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie d'apprendre, vraiment, les bases, quoi. Les fondamentaux, mais les fondamentaux, tu regardes aujourd'hui, 60% des joueurs de première division, ils les ont pas. Hein. Ah ouais. Bah oui, c'est malheureusement, ils savent jouer, les mecs qui savent frapper et tout ça, mais dès que tu discutes avec eux, tu te rends compte que bon, ils peuvent vite être perdus. Et le truc, c'est que quand tu as des fondamentaux de base avec des joueurs besogneux, quand tu te retrouves plus tard face à un haut niveau, ça c'est solide et c'est en toi. Ouais. Tu vois, c'est solide et tu vas pas flancher. Tu vas pas te dire hier j'ai bien frappé, aujourd'hui j'ai frappé une balle là-haut, une balle au sol, alors qu'hier j'ai bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas un coup de chance le baseball. Tu veux qu'ils aient un socle solide. Un socle solide, c'est ça. Et moi je suis persuadé que ça prend du temps à mettre en place, mais une fois que c'est en place, tu regardes tous les joueurs des pays où ça joue au baseball. Hein. Ouais. Les Japonais, les Cubains, les Dominicains, les Ricains. Les mecs, ils ont un socle solide de high school, de petit Little League, high school, machin. Même s'ils ne sont pas allés loin, ils ont une approche. Ils ont structuré, ouais. D'accord. D'ailleurs, côté formation, tu pars aussi avec des jeunes joueurs français à l'international, à plusieurs reprises. Tu pars en préparation au Japon avec Joris Navarro, Fred Envy, Andy Paz aussi. Tu pars avec Mathieu Brel et même Pierrick Lemestre. Ouais. Tu peux nous expliquer le but de ces voyages? En fait, avec M. Yoshida, après son départ, ça ne s'est pas très bien passé avec la fédération. Et ça a été un grand regret dans ma vie parce que nous, il ne nous a jamais lâchés, moi et quelques joueurs. Et il nous a toujours soutenus, il a toujours soutenu le baseball français. Donc quand Didier Séminet est devenu président, je lui dis voilà, il y a quelque chose sur lequel on doit revenir, c'est la relation qu'on a avec le Japon. Parce qu'il nous a apporté énormément de choses, parce qu'on n'a pas été net, on n'a pas été réglo avec M. Yoshida. Donc il y a plein de choses à remettre en place. Donc on a recréé une relation. On a montré à M. Yoshida que voilà, on était reparti sur de bonnes bases. Et étant l'interlocuteur de confiance, ouais. Il n'a jamais dit non. Et il a toujours soutenu les projets. D'accord. Donc je lui dis voilà, M. Yoshida, on reprend les choses en main et tout ça. Est-ce que c'est possible de. Voilà. Donc moi je suis reparti, moi en tant que coach. Ils m'ont accepté 2 fois pour partir là-bas et refaire de update. D'accord. En tant que coach, refaire de la formation, quoi. Parce que rester ici, au bout d'un moment, tu tournes en rond. Donc ça a commencé par là, et après j'ai discuté là-bas, et j'étais parti sur plein de projets. Et tous mes projets, ils étaient acceptés. Oh. Et malheureusement, les choses ont fait que ça s'est arrêté. Donc je regrette ça parce que on était parti sur de bonnes bases et on pouvait aller très très loin. Et quel type de projet t'aurais aimé En fait, déjà, on a amené des petits jeunes. Ouais. On a amené des petits jeunes au Japon. Et cet objectif, c'était de faire ça chaque année, d'intégrer les arbitres, d'intégrer les kinés, d'intégrer des coachs, et de pouvoir bénéficier. Alors ça, c'est la dernière conversation que j'ai eue avec M. Yoshida au Japon quand j'étais là-bas. J'aurais voulu profiter des infrastructures des Hanshin Tigers pour ramener un groupe de 100 joueurs. Donc l'équipe de France senior, les moins de 23, les juniors et les 5 meilleurs cadets. Parce que tu as des gamins qui sont cadets mais qui peuvent jouer en junior sans problème. Tu peux intégrer aussi déjà. D'accord. Donc partir là-bas, faire un sprint training de 3 semaines et profiter. Donc c'était techniquement, ce qu'il m'a dit, techniquement c'est possible. Donc
trois terrains, 4 terrains, un grand bullpen, un dôme, des équipes pour tous les niveaux, rester là-bas 3 semaines, mais bénéficier de toutes les infrastructures. Donc c'était quelque chose que, voilà. Donc j'avais suggéré ça au président de la fédération, avec tout ce que ça pouvait, avec le budget et tout ça. Voilà, on n'est pas allé plus loin que ça pour l'instant. Okay. Voilà. Mais c'était un petit peu... et après, un beau projet de faire grandir le baseball français, voilà, en nous aidant de nos amis. Ça, c'était des expériences, peut-être les jeunes. Ensuite, t'es arrivé un cran au-dessus avec l'équipe de France, puisque en 2012, tu fais partie des staffs des entraîneurs de l'équipe de France pour le qualifier de la World Baseball Classic. Un tournoi comme ça organisé par la MLB, à quoi ça ressemble? Je pense qu'en tant que joueur, c'était un petit peu, c'est un des meilleurs tournois qu'ils peuvent faire, parce que l'organisation elle est irréprochable. D'accord. Ils sont payés. D'accord. Et puis ils jouent dans les stades de dingue. Vraiment c'est pro. Et je me rappelle, on arrive dans les vestiaires, il y a tous les noms, il y a tous les gars, avec tout le matériel, les équipements et tout ça. Et puis, mais après, bon, c'est un tournoi qui il y avait pas beaucoup d'argent qui est mis en jeu. Nous, on s'était préparé genre une petite semaine à Paris, financé par la MLB. D'accord. Après ça, on est parti en Floride. Et tu perds 2 matchs, tu rentres chez toi. Ouais. Donc ça peut aller vite. Donc court. C'est court, et puis c'était le premier, en tout cas. Je pense qu'on est passé à côté, surtout contre l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui nous a manqué à ce tournoi? En fait, il y a eu je pense qu'il y a eu par manque de connaissance des joueurs, il y a eu un coaching, des erreurs de coaching. Exemple, match contre l'Afrique du Sud, égalité. René Leverret frappe un double, il arrive en 2, et à ce moment-là, on marque le point, on gagne. Et donc à ce moment-là, il aurait fallu mettre un pinch runner et mettre Joris Bert, qui est une fusée, et qui serait rentré sur un simple. Et en fait, René il s'est fait retirer. D'accord. Je ne sais plus s'il s'est pas fait retirer sur un pick-off. Et après, on perd le match, on se prend un point, voilà. D'accord. Mais ça, c'est par manque de connaissances, c'est pas par manque de compétences. À ce moment-là, c'est une compétition qui est compliquée. Si tu passes pas, faut passer 2 semaines avec l'équipe entière avant d'aller en cette compétition. D'accord. Là, c'était vraiment... La deuxième, ils ont assuré. Ils ont fait une meilleure compète, et en espérant que la troisième soit encore meilleure. Ok. Bon, on approche de la fin de l'interview. Il y aura encore tellement de questions à te poser, Jamel. Tellement tu as fait de choses pour le baseball français. Tu as été coach des Universiades en Corée du Sud en 2015. Ensuite, tu reviens au PUC en tant que coach cette fois. Tu restructures l'équipe senior. Bon, on pourra en reparler à un autre moment. Si on fait un point un petit peu global de ta carrière, et si tu regardes en arrière de comment évolue le baseball français, et que maintenant on décide de voir à quoi peut ressembler le futur, selon toi, qu'est-ce qui manque au baseball français pour passer à l'étape suivante, pour faire partie des grandes nations européennes du baseball? Ce qui manque déjà, c'est sûr, c'est des structures d'accueil. Structures d'accueil, l'encadrement, et un programme, un vrai programme d'entraînement. Tous les clubs devraient avoir une structure d'accueil et un encadrement, parce que ça crée un cercle vertueux qui permet de faire venir plus de licenciés, plus d'argent, plus de moyens, et tu crées ce cercle vertueux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à part les 2, 3, 4 clubs, c'est très compliqué. Les clubs, ils survivent. Ouais. Ils survivent, et donc je sais que c'est une histoire de moyens. Mais tu vois, toi, par exemple, quand tu as commencé, vous jouiez dans la cité, le club, il devait pas être excellent non plus. C'était une autre époque. Et le baseball, il n'avait pas le niveau qu'il a aujourd'hui, déjà. Mais on est beaucoup plus nombreux aujourd'hui, mais des clubs, il y a un turnover de 30% à la fédération. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui s'inscrivent, il y en a 30 qui s'en vont l'année d'après. Je pense qu'en réfléchissant bien, il n'y a même pas besoin de réfléchir trop longtemps. Et en vivant ce que je vis dans les clubs dans lesquels j'ai travaillé, c'est vrai que la structure à Sénat, depuis qu'ils ont une structure, ils ont doublé de licenciés. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est important. Mais ce qui peut être important, plus important, c'est l'encadrement et la programmation. Parce qu'à partir du moment où tu as des coachs qui sont bien répartis sur les équipes, et avec un vrai programme à l'année.
avec, tu vois, comme ça, les petits, ils arrivent à 6 piges, et ben pendant 2 ans, ils apprennent vraiment les bases des bases, mais ils arrivent avec des bonnes bases pour la catégorie d'après, et ainsi de suite. Ça évite d'avoir des trous dans les générations. C'est ça. Et puis donc, le problème aujourd'hui, c'est que les coachs, la plupart, ils sont bénévoles, c'est qu'ils veulent, mais qu'ils n'ont pas de moyens, qu'ils ne savent pas. Voilà, moi, franchement, si un jour j'arrête de coacher en élite ou à haut niveau, je serais vraiment prêt à travailler sur des vrais projets comme ça, tu vois, avec un bouquin, D'accord. avec un projet qui permet, tu arrives dans un club, tu coaches les petits, tu dis ok, voilà ton programme. Tu as tant de semaines d'entraînement, tu as tant de semaines d'entraînement à l'année, tu as tant d'entraînement par semaine, voilà ce que tu vas faire de telle période à telle période, avec des exercices qui correspondent, et si tu as un problème, tu as ton référent là. D'accord. Tu l'appelles et on en discute et tout ça. Ok. Voilà, ça peut être déjà, franchement, voilà, mais je pense que c'est là-dessus, vers ça que je vais me tourner en vieillissant. D'accord. En prenant de l'âge quand même. Un programme pour le baseball français. Bah d'ailleurs, sans ce programme-là, quel conseil tu donnerais aux jeunes joueurs et joueuses qui sont passionnés de sport de batte pour suivre tes pas ou vraiment faire une super carrière dans le baseball? Suivre mes pas, encore une fois, c'est une autre époque et d'autres conditions. J'ai été motivé par des choses qui les motiveront peut-être pas eux. Ouais. Mais en tout cas, s'ils aiment ça, voilà, s'ils aiment ça, faut pas tricher. Et je pense que c'est important aussi pour les encadrants de savoir un peu l'objectif. Alors quand ils sont petits, il faut qu'ils s'amusent un max. Ouais. Mais s'ils accrochent, il faut connaître l'objectif de chacun, les ambitions, et peu importe le niveau. Et il faut les entraîner, les suivre là-dedans. Et les enfants, plus tu as de l'ambition et plus il faut te donner les moyens de ces ambitions. Voilà, il ne faut pas tricher, faut pas croire que ça vient comme ça. Si tu penses un jour être en équipe de France, eh ben, ça ne va pas venir en allant t'entraîner 1 fois ou 2 fois par semaine. Il en faut plus. Et il faut pas attendre que des autres, il faut aussi faire les choses de toi-même. Va sur Internet, tu peux voir plein de choses, tu peux avoir plein de conseils. Tu auras un coach physique qui sera là, mais tu peux apprendre plein de choses aussi d'autres gens. Et ne triche jamais. Et voilà, si tu as juste envie de t'amuser, bah, amuse-toi, éclate-toi. Voilà, il faut être sincère. Et c'est vrai que c'est un sport qui demande beaucoup, qui est très difficile, mais c'est un sport où on s'amuse beaucoup. Ouais. Et voilà, donc pour moi, je m'amusais quand j'avais des résultats et tu as des résultats quand tu bosses. Voilà, donc c'est ça le plus important. S'entraîner. Il faut travailler. Ça marche. Merci Jamel pour ces éléments. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci bien. À bientôt.